Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Dans notre société civilisée comme la nôtre, le droit à la dignité humaine et le respect de la diversité doivent faire partie intégrante d'une société inclusive pour continuer la lutte contre la discrimination, surtout envers les personnes vivant avec un handicap. Il me fait grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Linda Gauthier du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Madame Gauthier, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, monsieur. Madame Gauthier, si j'ai bien compris, vous êtes partout sur un terrain de jeu, à l'attaque, vous êtes sur la défensive, au centre, allié gauche, allié droite. En deux mots, vous êtes une partisane de l'activisme ou même une militante qui privilégie l'action directe pour une société inclusive. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler brièvement de cette implication vivante et surtout pour votre implication dans le monde du handicap? Oui, on vous écoute. Alors, si je commence par le Rapplique en tant que tel, on a fondé le Rapplique parce qu'on était 4 personnes à l'époque et on a fondé le Rapplique. Ça a émané de frustration profonde qu'on avait de voir des marches partout, des escaliers et tout, qu'il n'y avait rien vraiment que. En fait, on a bien vu que le Québec s'était construit sans nous. Et c'est bien simple, c'est à cause de l'historique que les personnes en situation de handicap étaient institutionnalisées à l'époque, entre 1931 et 1996, et puis 61 plutôt, 1996. Alors, on a décidé d'y aller plutôt, d'américaniser, je dirais, un petit peu la façon dont on allait traiter le handicap. Vous savez, aux États-Unis, ils poursuivent pour tout et rien, finalement. On s'est dit qu'on voulait faire ça plus rationnel ici au Québec, mais on allait tenter de travailler le côté, je dirais, l'aspect juridique de la défense des droits des personnes handicapées. Alors, on s'est fait venir des lettres patentes et tout, et c'est là qu'à un moment donné, on s'est dit, on va travailler sur l'accessibilité universelle, mais de tout, là, autant des commerces que des cliniques, de tout ce qu'il pouvait y avoir. L'accessibilité, surtout, je dirais, architecturale. Puis on s'est dit, on y mettrait un bon 2-3 ans pour être capable de tout régler. Oui. Et puis, on avait la prétention d'être pan-québécois en plus. Et on voit bien que quand même, 14 ans plus tard, c'est pas tout à fait le cas. Il nous en reste tellement à faire. Et puis, voilà. Mais oui, allez-y. Votre arrivée personnelle, c'était dû à quoi à l'intérieur de votre organisme? Est-ce que vous étiez impliqué avant dans d'autres organismes? Et qu'est-ce qui vous a attiré vers cet organisme pour aller de l'avant pour aider les personnes vivant avec un handicap? Moi, monsieur, si vous saviez, mais je vais vous le dire maintenant, j'étais très, très loin de passer. Premièrement, je travaillais pour une institution financière depuis 27 ans. Oui. Et puis, j'étais dans le milieu de la finance. Je travaillais pour le siège social de cette institution-là. Je balançais des hypothèques à la journée. En tout cas, un job ennuyant, à peu près comme une porte de prison, là, je vous dirais. Ah. Mais j'avais un hobby qui était beaucoup plus passionnant. Avant d'avoir la sclérose en plaques là, qui m'a sauté dessus à l'âge de 36 ans, je faisais de la danse de compétition professionnelle depuis 19 ans. Ah. Et on était le groupe vedette de notre commanditaire qui était General Motors. Alors, j'ai beaucoup voyagé avec et puis, vous comprendrez que pour une danseuse élite, c'est quand même une catastrophe quand le handicap arrive. Hein? C'est quelque chose d'assez... Alors, comme j'ai toujours voulu performer en danse et tout ça, j'ai eu la brillante idée de ne pas me laisser aller, puis ou la force de caractère, en fait, et de mettre cette énergie-là à profit pour aider les personnes en situation de handicap. À l'époque, je vivais au Lac-Saint-Jean. C'est l'amour qui m'avait amené là-bas, parce que moi, je suis montréalaise d'origine.
Et puis c'est ça. Quand je suis revenue ici, Eh bien, c'était en 2001. Puis là, je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. Et c'est là que je me suis mis en contact avec d'autres personnes, hmm, d'autres activistes, en fait. Et puis, c'est là qu'on a fondé le RAPLIC. Moi, mon parcours était complètement en finance. Je n'avais pas jamais touché au communautaire de toute ma vie. Absolument pas. Alors, hmm. j'ai appris au fil du temps. J'ai pris des cours en droit. J'ai travaillé avec la Commission des droits de la personne qui m'ont formé aussi. Et voilà. Donc, Oui. c'est ça une bonne joueuse sur un terrain, là. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes la cofondatrice et la porte-parole aussi de Oui. votre organisme qui revendique spécialement les droits fondamentaux des personnes vivant avec un handicap. C'est évidemment, je me dois de vous demander de nous parler en détail de ce multirôle de Mhm. votre organisme pour venir en aide au multi-handicap de presque 1,2 million personnes vivant avec un handicap au Québec. Absolument. Ben, en fait, voyez-vous, dans notre mission, on comprend deux volets, qui Oui. est la défense de droits. Et puis, il y a aussi l'éducation populaire, en fait. Bon. On a malheureusement négligé l'éducation populaire au détriment de la défense de droits parce qu'il y en avait tellement. On Mmh. s'est rendu compte que les personnes handicapées, de facto, ne sont pas tellement revendicatrices. Mmh. C'est pour ça que nous, on existe, puis qu'on a décidé d'être porteurs de leurs plaintes parce qu'ils nous téléphonaient, ils nous disaient, donnez-nous des trucs. Ben, les seuls trucs, c'est si on n'en parle pas, évidemment, les gens ne peuvent pas le savoir. Ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté, hein, le fait qu'un commerce ou qu'une place d'affaires ne soit pas accessible. Alors, on s'est dit, ben, il faut en parler. Et la seule façon, c'est de vraiment frapper fort. Et c'est ce qu'on fait. On les a toujours accompagnés en rédigeant leurs plaintes pour eux, en faisant une mise en demeure qu'on leur faisait signer. Et plusieurs plaintes se règlent à l'étape de la mise en demeure, je dois dire. Ça fait toujours peur, une mise en demeure, même si ce n'est pas un avocat qui l'a rédigé. Tout le monde a le droit de rédiger sa mise en demeure. Et puis, au bout de 10 jours ouvrables, hein, si on n'avait pas de réponse ou si ça n'était pas satisfaisante, c'est à ce moment-là qu'on rédigeait pour eux la plainte. Et puis, si ça faisait leurs affaires, ben, on la déposait à la Commission des droits, à une des deux, évidemment. C'est de compétence fédérale, la canadienne, sinon la québécoise. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on a quand même 937 plaintes en arrière de la cravate. Ouais. Et puis, c'est quand on a un taux, bon an, mal an, on respecte toujours un taux de réussite de 93-94%. C'est quand même pas si mal, on se défend très bien. On est les seuls, d'ailleurs, je pense, au Québec, à faire de la défense individuelle de droit Mmh. en accompagnant, en assistant des personnes jusqu'à la médiation, parce que n'étant pas avocat, notre cadre ne nous permet pas vraiment d'aller plus loin. Mais on a des avocats qui travaillent avec nous à la pige, bien sûr, si on a besoin d'aller plus loin. Excellent, excellent. Ce Oui. qui me, ce qui me permet d'aller de l'avant aussi avec votre organisme. À mon avis, c'est un organisme sans limite. Vous êtes sur toutes les tribunes, ou presque, pour revendiquer les inégalités, pour revendiquer surtout les inégalités, pour sensibiliser les citoyens à l'accessibilité universelle et pour faire avancer le problème de tous les temps et le sujet à répétition qui est le transport adapté et surtout pour confirmer que l'exclusion ne sera jamais l'image d'un Québec handicap. Je vous écoute. Tout à fait. Premièrement, il y a une chose à laquelle il faut s'attaquer. Puis comme vous dites, moi, on est de toutes les tribunes. En fait, par tous les moyens, je ne sais pas si vous avez lu notre manifeste qui est sur notre site. C'est un manifeste qui dit qu'on doit vraiment dénoncer, faire toutes les actions inimaginables dans la mesure où elles sont pacifiques. Et puis, que ce soit des manifestations, on a vraiment tout fait, là, ce qui était pacifique.
au Québec, on a vraiment marché dans les rues en mettant des rubans, scènes de crime à des endroits où ils n'étaient pas accessibles. Oui. C'est bon enfant, je dirais, mais ça implique que les gens sont curieux, se demandent pourquoi et tout ça. Bon. Alors, ça en était un peu d'éducation populaire et tout ça. Mais il y a une chose aussi, auprès de nos gouvernements, il faut marteler toujours, il faut faire notre propre lobby, malheureusement, puisque, je dirais, contrairement aux autres groupes marginalisés qui font partie de l'article 10 de la Charte des droits, les Oui. personnes racisées, les femmes enceintes, les personnes autochtones et tout ça, nous, les personnes en situation de handicap, cher monsieur, nous coûtons cher. On coûte de l'argent. Parce que si jamais le gouvernement passe une loi cadre, à ce moment-là, ils n'auront plus le choix, là, je veux dire, de rendre ça accessible. Cependant, ils créeraient de l'emploi. Ça relancerait d'une certaine façon l'économie. Mais je pense qu'ils ne sont pas rendus là dans leur façon de penser. Nous, on dit, on accepterait même si cette loi cadre-là est passée sur l'accessibilité, parce qu'il n'y en a pas. Tout ce qu'il y a au Québec, c'est une obligation d'accommodement, c'est tout. Si cette loi-là passait plutôt, on pourrait donner aux commerçants, le gouvernement pourrait suggérer aux commerçants, aux gens d'affaires, un horizon de 20 ans, comme il y a en Ontario, comme il y a eu aux États-Unis avec l'American with Disability Act, pour rendre leur commerce, dans la faisabilité des choses, bien sûr, là, accessible aux personnes en situation de handicap. Mais il y a toujours le fait que ça va nous coûter de l'argent, c'est un investissement. C'est pas un investissement, c'est une dépense. Ils ne le voient pas comme un investissement. Ça amènerait un chiffre d'affaires, quand même, ça rehausserait leur chiffre d'affaires. Et le gouvernement doit aussi penser, une dernière chose, à ce qu'il faut qu'il démédicalise le handicap. Oui. On n'est pas quand même des personnes qui sont nécessairement malades. Oui, on est atteint d'une maladie ou on a eu un accident, mais il faut arrêter de nous traiter comme tels. On est des personnes à part entière. Moi, quand je reçois mon compte de taxes ou que je reçois mes impôts, c'est la même chose que si je n'étais pas handicapée, voyez-vous. Puis dans le transport, c'est la même chose. Je paie le même prix que tout le monde. Puis pourtant, je n'ai pas les mêmes services. C'est la raison même d'ailleurs de notre action collective contre la STM qui devrait avoir son procès cette année. On va faire une petite brèche, là, une petite sortie à l'égard de tout ce projet de loi dont vous faisiez partie, votre organisme et vous-même aussi. Vous avez été reçu dernièrement dans une audition, si ma mémoire est bonne, sur l'aide médicale à mourir. Pourriez-vous nous parler brièvement de votre pensée et de votre engagement à l'égard de ce projet de loi 11? Oui. Ben, écoutez, j'aurais aimé que mon directeur général soit là. Je ne savais pas qu'on allait en parler. C'est pas moi qui est allé, c'est mon collègue Steven Laperrière et mon autre collègue Laurent Morissette. Ce qui émane de ce projet, de notre mémoire, en fait, c'est que nous, on se dit que ça devient là, trop facile. Ça devient, je dirais, un billet aller seulement vers le paradis. C'est trop un one-way ticket to paradise, qu'on dit en anglais. Là. Mais nous, on dit qu'il faut quand même évaluer. Le Collège des médecins doit regarder ça aussi, à savoir, est-ce qu'on évalue toutes les possibilités, les soins de confort à la maison, si c'est ce que la personne en fin de vie souhaite. Et surtout, peut-être penser, au lieu de penser à l'aide médicale à mourir, penser à l'aide médicale à vivre. Excellent. L'accessibilité universelle en fait partie aussi. Exact. Vous savez, moi, je suis pour ça, l'aide médicale à mourir. Mais je veux dire, je ne ferais pas ça dans. Puis pourtant, là, je vis une sclérose en plaques, un cancer, un épisode de lymphodème. C'est quand même, j'ai de multiples limitations. Mais j'adore ma vie. J'adore mon travail parce que je sais que j'aide d'autres personnes. C'est très gratifiant. Sauf qu'il m'arrive à avoir des périodes de découragement comme tout le monde. Et si les commerces de proximité où j'habite étaient accessibles, ben, des fois, je pourrais aller me gâter, me chercher un petit maquillage ou un petit parfum ou quelque chose qui me remonterait le moral. Mais non,
il faut que j'attende au lendemain pour me prendre un transport adapté pour aller dans un centre commercial où je n'ai pas envie d'aller. Alors, ça fait partie, ça, de l'aide médicale à vivre. Et puis, écoutez, il y en aurait tellement à dire qu'il faudrait passer la semaine ensemble, mon cher ami. On aura l'occasion de parler de ce sujet parce qu'il va prendre tout l'espace du monde handicap là, suite aux différents sujets qui ont été déposés et surtout différentes réponses parmi de différents groupes au Québec. On en parlera un jour. Maintenant, je vais aller directement dans un autre sujet aussi intéressant. Votre organisme travaille fort sur différents thèmes dans une sorte d'une formation continue. Et c'est en votre honneur. Vous savez, la formation continue qui regroupe différents sujets dans différentes universités et qui regroupe aussi tous les âges pour un apprentissage différent. Mais vous, votre formule est vivante. Surtout, vous travaillez sur un sujet spécifique comme le capacitisme et l'intersectionnalité, ce qui veut dire en deux mots le racisme et la discrimination. Où sommes-nous? Que faites-vous pour éliminer ces deux mots de nos dictionnaires et ne plus entendre jamais parler de ça? Écoutez, je dois avouer que mon espérance de vie ne me permettra pas de voir la fin de ça. Sauf que je pense que ça commence par chacun de nous-mêmes. Chacun d'entre nous, on peut contribuer par le fait de dire, ben moi, je suis habituée à aller, exemple, dans tel commerce et tout ça. Et puis, ben, je vais continuer à y aller parce que c'est là que je suis habituée. Essayons donc des commerces, même si on peut y entrer, essayons des commerces qui sont accessibles seulement. Je parle pour les personnes qui n'ont pas de limitation. Okay? Maintenant, qu'on le veuille ou non, on a beau dire qu'on n'a pas de préjugés, qu'on n'est pas raciste et tout ça, il y a toujours un petit fond de nous-mêmes qui fait en sorte qu'on n'est pas habitué, on dirait, et même, je dirais que le peuple québécois, M. Coury, est un petit peu est individualiste, est jaloux. On est un peuple envieux de la culture des autres. Et on a souvent peur quand on voit une personne, un nouvel arrivant, on se dit, ben, ils sont venus voler nos jobs. Ça, c'est une. Bon, ça, on le dit tellement. Ben, pour arrêter ces trucs-là, formez-vous si vous avez peur de vous la faire voler votre job. Arrêtez de penser qu'ils sont venus nous voler des choses. Au contraire, on doit voir leur arrivée comme étant une richesse. Des enfants, nous, au Québec, on n'en fait plus. Ben, souvent, les nouveaux arrivants vont arriver avec leurs enfants et ils vont en faire d'autres ici. Il va y avoir des mariages mixtes. Il faut le voir comme un essence du Québec. Ça enrichit le Québec. Malheureusement, ben, ce n'est pas vu de la même façon pour tout le monde. Mais je pense que peu à peu, si on ouvre un petit peu l'esprit, là, parce que des fois, il est bien, bien étroit. Moi, je ne suis pas mieux qu'un autre. J'ai déjà pensé autrement aussi. J'ai déjà pris mes jambes pour acquises, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et puis, les personnes qui m'ont aidé au début de mon handicap, ce n'étaient pas des Québécois de souche, même si je déteste ce terme-là. C'était des personnes de couleur. C'était des femmes qui étaient aussi de professions différentes que catholiques. C'était, voyez-vous, j'ai appris que ces gens-là me donnaient leur amitié comme ça, gratuitement, sans me connaître. Pourquoi moi, je devrais avoir des préjugés envers ces personnes? Ouais. C'est de là qu'est né en fait notre engouement pour l'intersectionnalité. Et puis la même chose avec les personnes qui ont des identités sexuelles ou des orientations sexuelles différentes. Mmh. Là, justement, on a un projet de défilé de mode qui sera très intersectionnel. Si on veut que ce défilé de mode, là, dans le cadre, exemple, de la fenêtre de la mariée, comme tous les défilés de mode, qui est un marié en fauteuil roulant, puis son marié à côté. Ça n'a pas nécessairement été obligé. Tu sais, on s'en va vers là, là. Même si on est hétérosexuel et tout ça, il faut encadrer toutes les formes de différence. On est rendu là, vraiment.
Et j'espère que ça va avancer, ce sujet, parce ce n'est plus le temps de revivre ces éléments dans notre société civilisée comme la nôtre, là. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Dites civilisé. Très bien. Mais je vais aller maintenant dans un sujet extrêmement sensible. Oui. On va aller dans les choses en direct, à l'égard des personnes vivant avec un handicap et surtout à l'égard des femmes vivant avec le handicap. J'ai appris pas plus loin qu'aujourd'hui, et je ne vous le cache pas, en feuilletant votre site web, que la mammographie est toujours refusée aux femmes handicapées. Oui. Je sais même qu'il y a un médecin qui fait partie de votre conseil d'administration, mais moi, personnellement, à titre d'une personne normale, qui n'est pas touchée ni directement ni indirectement, mais je suis sidéré d'entendre des histoires de ce genre. Une femme handicapée n'a pas le droit de prévenir son conseil de nos jours. Qu'en pensez-vous? Oui, ben, effectivement, c'est épouvantable. On a commencé, nous, à faire des. Il y a quelqu'un qui nous avait mis la puce à l'oreille de faire un sondage auprès Puis en plus, c'est des cliniques et des hôpitaux qui sont sur le site des centres de dépistage désignés pour les femmes qui reçoivent des lettres automatiquement quand elles ont 50 ans et plus pour faire un dépistage aux 2 ans. Et on a fait, la première étude le premier sondage était en 2014. Ouais. On a ressorti avec 67% de ces endroits-là qui n'acceptaient pas. Ils nous disaient aller vers un tel hôpital et tout ça. Nous, on n'acceptait pas. On leur demandait sur quelle base. Ils disaient c'est le mammographe, l'appareil qui ne s'abaisse pas à la hauteur d'une femme en fauteuil. Et c'est tout à fait faux. Ça s'abaisse à notre hauteur. Ensuite, ils disaient ben, les appuis-bras ne se retirent pas. Oui, ils se retirent. Puis là, ben, finalement, ils disaient un autre prétexte en disant notre clinique n'est pas accessible. Puis on était sur Google Maps et on voyait très bien que la clinique l'était là, en avant de nous. Alors, c'est là qu'on a dû travailler avec la Commission des droits, faire des plaintes encore, c'est individuellement. On a recommencé en 2017. On avait 57%, 10% de moins, mais quand même. Et là, Gaëtan Barrette, le ministre de l'époque, a décidé de faire un algorithme, en fait, qui faciliterait le travail des réceptionnistes, qui demanderait tout de suite si la femme est en situation de handicap et avec les questions qui s'imposaient par rapport à ça, mais ne jamais les refuser. Que toutes les cliniques sur le centre de dépistage désigné devaient être accessibles. Et on a refait un sondage l'an dernier et on est encore à 51% qui refusent. C'est incroyable. C'est incroyable. Et la personne que vous dites qui est sur notre conseil d'administration, c'est le docteur Bedos, mais il est dentiste. Il est dentiste, c'est la faculté de dentisterie à McGill. Il est professeur à McGill en dentisterie. Je vais aller maintenant, Madame Gauthier, dans un autre sujet qui est péniblement sensible pour moi et pour beaucoup de monde ici au Québec. Ce dernier point relève de la discrimination et la violence à l'égard des enfants handicapés dans les écoles, qui vivent des cauchemars et gardent des séquelles à vie. Que faut-il faire pour protéger, d'après vous, non seulement le respect et la dignité, mais la vie de ces enfants-là? Qu'en pensez-vous? C'est extrêmement difficile, puis encore là, on fait un lobby auprès du ministre de l'Éducation pour que ces enfants-là, qui ont souvent l'intellect pour être capables de rejoindre une école dite normale, une école régulière où on offre des cours réguliers et où on peut mettre des préposés aux bénéficiaires, finalement des personnes formées pour s'occuper de ces enfants-là. Il y en aurait plus dans les écoles régulières. Ben, c'est là qu'elles vivent. Ces enfants-là vivent des violences, on les laisse pas participer aux récréations, on les isole, on les ghettoise. Souvent aussi, ben, je veux dire, on ne les changera pas de culottes si elles sont incontinentes. C'est vraiment l'horreur. Et ça, les parents qui voient ça, évidemment, ça leur brise le cœur. Ils n'ont plus la force de se battre
pour les laisser à cette école-là. Donc, ils sortent de l'école. Souvent, elles doivent laisser leur emploi parce qu'elles vont devoir les scolariser elles-mêmes. Je dis elles-mêmes parce que c'est souvent la mère. Puis, en bout de ligne, finalement, elles vont les mettre dans une école qui est spécialisée, mais où on va souvent tuer leur rêve, monsieur, en leur disant que, ben, ils n'apprendront pas beaucoup, puis ils ne pourront jamais, un enfant qui aura un rêve de devenir professeur ou infirmière, ou leurs rêves sont souvent tués. Puis là, je nomme les écoles Centre, Joseph Charbonneau et Victor Doré à Montréal. Oui. Je ne les connais pas, malheureusement. On en a 3 sur notre conseil d'administration qui ont passé par ces écoles-là et sont devenus des informaticiens, sont devenus quand même on appelle ça, des développeurs de logiciels. En tout cas, écoutez, c'est quand même des gens qui ont une formation et qui ont quand même qui ont des acquis académiques assez impressionnants. Alors, c'est malheureux, mais si elles avaient écouté ces professeurs-là, ces directeurs de ces 2 écoles-là, ben, c'est ça, ça blesse beaucoup. Mais je pense, vous savez, Madame Cottier, je vous ai parlé de ce sujet parce que récemment, je recevais un appel d'une maman qui vivait une détresse psychologique à l'égard de son enfant. Elle a 2 enfants vivant avec un handicap. Elle me dit, mon enfant vit des cauchemars, il ne dort pas la nuit parce qu'il a été violenté par un autre garçon. Mais moi, à mon avis, l'école n'aura pas le choix que d'agir rapidement pour protéger l'enfant handicapé, pas l'enfant qui a violenté l'enfant handicapé. Et agir en conséquence pour le sortir, à mon avis, de l'école, parce qu'on a besoin de garder cet espace libre et protégé pour les enfants handicapés qui sont sans pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de nous pour aller de l'avant avec eux. Mais est-ce que cette mère-là a fait appel à un groupe comme nous? Ben, on est pas mal seuls qui font de la défense individuelle, mais il faut dénoncer ces trucs-là. Comprenez-vous? Est-ce qu'elle l'a fait? Vous ne savez pas? Oui, non, mais je ne savais pas, non. Oui, bon, en tout cas, si jamais vous pouvez lui reparler, évitez là me téléphoner, ça va me faire bien plaisir de l'aider. Ça me révolte, ces trucs-là. Je suis indignée du matin au soir. Oui. Et ça, on est tous comme ça au Réplique. On est une gang d'indignés. Oui. Mais quand même, là, notre société a besoin des personnes comme vous pour aller de l'avant, pour donner de l'espace à ces personnes handicapées. Et surtout, je ne précise pas les personnes qui sont nées avec un handicap. Toute personne handicapée, tout handicap confondu, et c'est la raison d'être de notre chaîne de télévision pour donner une voix aux sans-voix. Et vous êtes la courroie de transmission, mon cher monsieur, entre nous, le Réplique, et le grand public. Exact. Madame Gauthier, premièrement, félicitations pour votre implication inspirante. J'espère que dorénavant, la reconnaissance des droits et la dignité des personnes handicapées dans le monde ne seront jamais une utopie, mais une réalité pour de meilleurs lendemains. Je vous remercie beaucoup pour votre implication, pour votre présence avec nous et j'espère que nous aurons l'occasion de se revoir pour défendre encore d'autres causes des personnes qui vivent un handicap partout, chez nous et ailleurs. Merci infiniment, M. Coury. Chers téléspectateurs, au plaisir de vous revoir dans une nouvelle émission spéciale du Téléhandicap et je vous remercie.